Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 20h pétante, et c'est l'horaire de votre émission phare Time Sport. Voilà, comme chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio, chers auditeurs et auditrices, et au programme de cette émission ce lundi 10 février 2025. On va revenir sur quoi? On va revenir justement sur ce Paris Saint-Germain version Luis Enrique qui fait des malheurs, et sans oublier aussi son dauphin, l'Olympique de Marseille, le fameux duo de cette Ligue 1 McDonald's. Rien que ça. Paris, le meilleur de l'ère QSI. C'est la question que l'on s'est posée avec toute l'équipe de Time Sport ce soir. Le tea time de Mourad. On reviendra sur ce football anglais qui promet encore une fois le 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard. Voilà. Pour vous, chers auditeurs, et réagir sur ce fameux débat. Deserbi tient son 11 type du côté de la Cité Phocéenne à Marseille. On accueillera dans cette émission, allez, l'illustre, la grande star, l'international, l'ancien international malien, Samy Traoré, avec nous pour la première fois dans cette émission de Time Sport sur l'antenne de Beurre FM. Et aussi, on parlera d'un fameux programme Play for Success. Rien que ça, pour vous, chers auditeurs, on vous en dit pas plus, avec l'association sportive méditerranéenne et la personne de Zinel Abidine Medoun qui sera avec nous pour en parler. Allez, sans plus tarder, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne ce soir et on va parler tennis dans cette première partie d'émission. Time Sport. The Special One. Ce soir, on est avec justement Juan Trocé. Bonsoir Juan Trocé, comment ça va? Buenas tardes, très bien, merci tranquillement de l'invitation. Tu vois, tranquillement, parce que on va parler de tennis, parce qu'on va parler de football, parce que n'oubliez pas, demain, il y a la Champions League qui revient. C'est ça. Et il y a un duel attendu par tout le monde, et ce n'est pas le Manchester Real, c'est le Brest PSG. Eh ben justement, voilà, eh ben ça va promettre concernant tous ces matchs qui vont intervenir dès demain pour ces matchs de barrage. Allez, Solal qu'on va retrouver. Solal, bonsoir, comment ça va Solal? Buonasera à tutti, j'espère que vous allez bien. 20h, 21h, Time Sport sur les ondes de Beurre FM, tout simplement très heureux parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'invités. À commencer par un sport dont on parle à Beurre FM et qu'on apprécie énormément, Bilal, c'est le tennis. Le tennis, on a personne de Medoun Zine El Abidine qui est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM concernant ce fameux programme. Eh oui, un programme avec l'association sportive méditerranéenne qui justement met en avant pas mal de jeunes. Et ce programme, c'est Play for Success. Il va nous en dire un peu plus, notre invité. Bonsoir Medoun, comment ça va? Bonsoir, merci de votre invitation et bonsoir à tous. Justement, on va commencer cette interview avec vous concernant le programme de Play for Success. Ça nous fait penser un peu, je vais pas vous le cacher, ça nous fait penser à ces stars de la baballe jeune dans les années 80-90, notamment quand on pense à programme, on va dire de jeunes pépites du tennis, à des Monica Seles, Jennifer Capriati, ou encore, j'en cite, les sœurs Williams. Vous aussi, vous en avez? Oui, on en a quelques-uns qui sont plutôt assez prometteurs. Oui. Et ils viennent d'Algérie. C'est un petit peu voilà. La particularité. Donc en fait, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont installés ici. Nous, on a une académie aussi sur Alger. Et en fait, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on transfère des joueurs pour leur faire des tournois à l'étranger. Donc là, il y en a 3 qui sont extrêmement prometteurs. Et le but justement, c'est de leur permettre d'intégrer le circuit professionnel et d'intégrer aussi surtout des universités américaines grâce à des bourses et grâce à leurs résultats sportifs. Donc le programme sert justement à financer ce genre d'enfants et ce genre de jeunes pour les aider justement à réaliser leurs rêves et leurs objectifs. Zine, justement, comment intégrer le circuit professionnel? Est-ce difficile? On en a entendu parler par justement les grands professionnels, notamment en Europe, et aussi dans le tennis français. Mais vous, qui baignez dedans depuis des années, vous avez dû en avoir aussi de ces jeunes joueuses et joueurs. Comment fait-on? Est-ce difficile, comme par exemple, on va prendre la comparaison avec le football et les centres de formation? Oui, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un sport qui est individuel. Au niveau du financement, c'est assez compliqué parce que justement, il faut se débrouiller tout seul. Ça coûte extrêmement cher. Une saison sur le circuit professionnel peut aller jusqu'à 100 000 euros. Quand vous débutez, c'est extrêmement compliqué de trouver des partenaires justement qui peuvent vous aider, qui croient en vous. Donc déjà, tout ça, c'est vraiment très problématique. Donc il suffit pas d'être bon. C'est-à-dire, vous pouvez être très bon, mais si vous n'avez pas le financement derrière, ça sert pas à grand-chose. Alors il y a des fédérations aussi qui sont assez présentes au niveau de leurs joueurs, et notamment la Fédération française de tennis qui fait un super travail, mais elle peut pas financer tous les joueurs.
Et malheureusement, les petites fédérations, bon, j'aime pas parler de mots petites, on va dire les fédérations qui ont beaucoup moins de moyens, celles-là, malheureusement, sont obligées de faire des choix extrêmement restreints. Et qui dit des choix extrêmement restreints, forcément, des chances de réussite encore plus restreintes, et notamment chez nous, que ce soit en Algérie, ou plus généralement aussi en Afrique, malheureusement, où on a énormément de jeunes talents avec énormément de potentiel qui n'y arrivent pas parce que justement, ils n'ont pas les moyens de réussir. Et donc, il faut les aider pour ça. Allez, réaction avec notre consultant, journaliste Juan Trocé. Vous avez justement parlé que ça fait 2 ans et demi que vous travaillez avec des jeunes talents, notamment algériens. La question qu'on se pose là tout de suite, c'est est-ce que le succès dans le tennis mondial des Ons Jabeur, la tunisienne, a-t-il aidé justement à faire éclore des talents algériens ou d'autres talents africains qui effectivement voient qu'ils ont aussi la possibilité réelle d'intégrer le circuit professionnel à la fin de sa formation? Est-ce que cette émergence des Ons Jabeur a-t-elle aidé justement à retrouver ces candidats à devenir des joueuses ou des joueurs professionnels? Alors, Ons Jabeur est un modèle exceptionnel de réussite, ça c'est indéniable, parce que justement ça permet de servir de vitrine justement au tennis africain et montrer qu'on est parfaitement capable de réussir en étant en Afrique et en s'entraînant en Afrique et de réussir sur le circuit professionnel. Malheureusement, Ons Jabeur est un cas extrêmement rare et unique parce que justement il n'y en a pas assez, si vous voulez, le cas de Jabeur, c'est un cas non seulement de réussite, mais aussi de parcours qui lui a permis d'obtenir ce genre de réussite. Le souci qui se pose, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années, parce que justement, il en parlait tout à l'heure, dans les années 90, on avait 3 joueurs, même début 2000, on avait 3 joueurs marocains qui étaient exceptionnels, en la personne de Arazi, Alami et Laïnaoui, qui étaient tous des membres du top 30 et du top 20 mondial, ce qui était exceptionnel. On a même eu des quarts de finalistes aussi en Grand Chelem. Malheureusement, ça n'a pas porté au loin parce que, encore une fois, il n'y a pas de politique sur le long terme par rapport à ces joueurs qui servent de vitrine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un joueur qui vous sert de vitrine, on ne construit pas autour de lui. En fait, on va utiliser son image à court terme, mais on ne construit pas par rapport à son image pour ramener le plus de personnes possible et valoriser ce sport et permettre aux jeunes d'accéder à ce sport et de devenir professionnels. En fait, le vrai problème qui se pose, c'est pas d'être fort quand vous êtes jeune, parce que fort chez les jeunes, bien sûr c'est difficile, mais ça reste accessible. Le but, c'est d'être fort chez les pros. Et être fort chez les pros, c'est un autre domaine qui est totalement différent. Vous pouvez être très fort chez les jeunes, et ça, c'est pour tous les sports, c'est pas uniquement pour le tennis, mais passer professionnel et être très fort chez les pros, c'est un tout autre domaine qui demande d'autres ressources, aussi bien financières que mentales. Donc c'est là où nous, justement, on est en difficulté là-dessus, parce qu'on considère toujours que les jeunes, forcément, s'ils sont bons, ils vont réussir. Or, c'est pas suffisant. Il faut les accompagner au moment où ils en ont le plus besoin. Et c'est dans la transition vers le professionnalisme où on les accompagne pas suffisamment bien. Et donc, forcément, on a beaucoup d'échecs par rapport à ça. Justement, j'étais en train de réfléchir en même temps. Vous avez fait référence effectivement au fait qu'il y a eu 3 Marocains à un moment donné qui étaient dans le top 3, top 50. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas des joueurs africains dans les top 100 de la ATP, par exemple. Alors comment expliquer ce retard de l'Afrique de façon générale dans le monde du tennis pro, et aussi votre démarche particulière parce que vous souhaitez aussi envoyer ces jeunes prodiges en quelque sorte se former aux États-Unis, puisque c'est un passage obligé pour qu'ils puissent effectivement réussir après dans le circuit professionnel? Exactement, parce qu'en fait, au niveau africain, vous avez énormément de talent, ça, encore une fois, c'est indiscutable. Le souci, c'est qu'il manque encore une fois beaucoup de tournois. Alors, pas forcément en Tunisie ou au Maroc, parce que là, il faut aussi être tout à fait honnête. Au niveau de la Tunisie, au niveau du Maroc, et surtout de la Tunisie, ils ont fait énormément d'efforts pour produire énormément de tournois. Actuellement, vous avez des tournois professionnels quasiment toutes les semaines en Tunisie, ce qui permet aux jeunes Tunisiens, encore une fois, d'accéder à ces tournois à moindre coût. Donc, encore une fois, tous les pays ne travaillent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes objectifs, et en tout cas, ils n'ont pas aussi les mêmes ressources. Néanmoins, si je reviens au cas de l'Algérie, et notamment du reste du continent africain, il ne faut pas oublier que c'est un continent qui est extrêmement vaste, très grand, donc forcément avec des structures assez compliquées à construire ou pour y accéder. Bien sûr. Le Maroc et la Tunisie, il ne faut pas aussi oublier que ce sont des pays qui sont extrêmement tournés vers le tourisme, donc vous avez beaucoup d'infrastructures touristiques qui bénéficient de cours de tennis, de clubs de tennis, et donc forcément ça bénéficie aussi à ces joueurs-là.
Donc le retard de l'Algérie a été pris sur le plan tennistique, notamment sur son manque aussi d'infrastructure. Pas que, attention, pas que. Il y a aussi d'autres problèmes on va dire, d'ambition et de gestion, mais en grande partie, c'est aussi par rapport à ces manques d'infrastructure et l'accès à ces infrastructures. Alors, justement, avant de terminer cette interview, pourquoi ce projet? C'est d'offrir, comme vous l'avez si bien rappelé, Zine, à ces jeunes une éducation de qualité et aussi dans des prestigieuses universités américaines. Rien que ça, et développer leurs compétences sportives grâce à des encadrements exemplaires et des infrastructures qui en déclinent du moins. Aujourd'hui, avec l'association sportive méditerranéenne, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice? Nous, auditeurs, auditrices de Beurre FM, comment la sorte de vous faire grandir avec peut-être un parrainage? Tout à fait. Donc avec un parrainage et notamment en fait par rapport à toutes ces problématiques, on a dû faire face à énormément de problèmes, comme je vous ai dit quand on était sur place. Et donc en arrivant ici, on n'a pas laissé tomber. On était avec ces jeunes-là, on s'est dit il va falloir les aider, il va falloir leur donner un vrai avenir, une possibilité de réussir aussi bien sur le circuit, mais surtout leurs études. Et actuellement, et notamment même beaucoup de joueurs français aussi suivent cette voie-là. Il s'avère que les universités américaines proposent donc des bourses d'études pour de très bons joueurs de tennis. Donc non seulement vous pouvez suivre de très bonnes études, mais financer ici également vos entraînements, votre accès aux tournois, votre matériel et énormément de tournois professionnels. Donc les universités américaines sont véritablement la voie pour réussir pour nos jeunes, parce que justement, en manque de moyens, et grâce à leurs résultats sportifs, ils peuvent obtenir ces moyens via les universités américaines. Donc il faut impérativement et absolument les aider justement pour qu'ils puissent intégrer ce circuit universitaire avec ces bourses, puisqu'il suffit d'être bon au tennis, bien évidemment aussi avoir son bac, mais à ce moment-là, vous avez de fortes chances d'obtenir une bourse et de pouvoir bénéficier de ces infrastructures. Le parrainage associatif, on l'oublie pas, pour le programme Play for Success, avec l'association sportive méditerranéenne. Oui, allez-y, rapide. Si je peux rajouter rapidement, le parrainage associatif qu'on a mis en place, il est à 2 € par mois, Bilal. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Et on demande aux gens justement de participer avec nous parce que c'est le nombre qui fera la force. Il faut vraiment que les gens croient en ces jeunes. Bien sûr. C'est-à-dire que il faut pas se dire oui c'est bon quelqu'un d'autre va le faire etc. C'est vraiment croire en ces jeunes, leur donner la possibilité de réussir pour pas grand chose. 2 €, on a mis énormément de personnes à contribution et j'espère que beaucoup de gens continueront de nous aider pour qu'on puisse faire réussir ces jeunes et faire réussir aussi d'autres jeunes. Nous l'espérons vraiment, Azine, avec ce programme Play for Success, on le rappelle, l'association sportive méditerranéenne, allez-y, des jeunes pépites, du tennis, non pas du ballon mais du tennis, de la balle jaune, qui iront très très loin sous la houlette de vous, Zine, et de toute votre association et votre équipe. Merci à vous, on le rappelle. Merci. Sur helloasso.com, juste entrer le nom de l'association, l'association sportive méditerranéenne, et aura toutes les infos concernant ce parrainage associatif. Un grand merci à vous pour la disponibilité. Merci à vous. Merci. Allez, on va marquer d'une courte pause, la première, et on va revenir avec notre invité de ce soir, Samy Traoré, rien que ça, avec Greg qui va nous accompagner, Alison, notre journaliste consultante, et Mourad et son Tea Time chaque lundi soir. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM après le tennis et place au football. 20h18, lundi 10 février, on vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Beurre FM, chers auditeurs et auditrices. Allez, c'est parti avec le second invité de cette émission. Time Sport. The Special One. Avant de retrouver notre invité de ce soir, on va retrouver Alison. Bonsoir Alison, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Tranquillement? Ouais. Là, j'arrive pas à m'en débarrasser, mais ça va. Aïe. Ouais. On est avec Greg aussi ce soir. Bonsoir Greg. Bonsoir. Comment ça va Greg? Écoute, ça va bien. J'étais en coup de vent là à Paris. Je me suis dit, de passer. Si on peut passer rapidement. Surtout qu'on a un top invité, donc il faut vraiment profiter. Ça c'est cool. Mourad est juste là avec nous. Bonsoir Mourad. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Comment ça va Mourad? Écoute, ça va très bien. À l'heure aujourd'hui. Oui, à l'heure, c'est ça. Bravo. C'est vrai. Ouais, d'habitude, je dis toujours en retard comme Balerdi, mais vu que Balerdi, il est à l'heure dans ses duels. C'est vrai. J'ai l'impression que je m'aligne sur ses performances. Pas faux. On est avec Samy Traoré. Bonsoir, monsieur Traoré, comment allez-vous? Bonsoir à tous, ça va bien, merci vous-même. Ça va très très bien, un grand plaisir de vous avoir avec nous. Je crois que vous n'êtes pas très très loin du studio de Beurre FM, Ça a été assez rapide pour venir.
Ouais. 10 minutes top chrono. 10 minutes top chrono, ben ça voilà, on va le retenir. Hein. On va vous faire venir, je crois, assez fréquemment sur cette antenne. On l'espère en tout cas avec nous pour la première fois dans cette émission. On va enchaîner cette interview avec une première réaction, Samy, concernant cet Olympique de Marseille, dauphin, prestigieux, on va dire comme ça, du Paris Saint-Germain. Cette équipe de De Zerbi vous plaît-elle ? Oui. Déjà, au niveau de ce qu'ils proposent depuis le début de saison dans le championnat, c'est très intéressant. Le match qu'ils ont fait hier, même si ça a été poussif, c'est quand même une victoire encore à l'extérieur, contre une bonne équipe d'Angers, qui est restée sur des résultats quand même corrects. Donc le seul deuxième du championnat de France à l'heure actuelle, c'est eux, ils l'ont affirmé hier et je vois pas quelqu'un les déloger. Ouais. Réaction peut-être avec rentre aussi. Alors la première des choses, c'est qu'effectivement ça a été quand même un match un peu poussif, comme disait Samy, mais ça a été un match facile parce qu'ils ont eu le ballon 80% du temps. Et ils ont fait à la maison. 18 tirs dont 10 cadrés. Et en face, l'équipe contraire a été incapable de faire un seul tir cadré. Donc ça a été quand même peut-être un tout petit peu poussif, mais assez tranquille pour cette équipe de Marseille. Et puis, peut-être à signaler quand même, c'est effectivement le fait de voir Rabiot à nouveau avec ce maillot, 2 matchs, 2 buts. Apparemment, il a donné un coup de fouet à cette équipe. Il y a quelques semaines, on parlait justement s'il y avait une équipe type ou pas une équipe type, pourquoi ils perdaient tout le temps chez eux et pas à l'extérieur. Bon, déjà, ils ont été capables d'aller gagner à l'extérieur, mais je trouve qu'effectivement, depuis 2 semaines, 3 semaines, il y a quand même un changement dans cette équipe de Marseille. Peut-être qu'ils ont intégré effectivement le fait qu'ils sont les 12e du championnat, même s'ils sont à 10 points du PSG, mais qu'ils ont la possibilité effectivement de se qualifier directement en Champions League. Et peut-être que là, ils commencent à croire en eux-mêmes, ce qui n'était peut-être pas le cas au début de saison. Ouais, et on voit aussi un semblant de stabilité dans cette équipe de Marseille. On cherchait sur ce plateau avec mes collègues tout le temps la patte de Zerbi. On le critiquait souvent et on disait finalement pour l'instant il n'arrive pas à mettre sa patte et à tirer le meilleur de ses joueurs. Et là on aperçoit un semblant de stabilité, même si à mon sens il y a encore énormément de progrès, il y a encore énormément d'erreurs. Je trouve que derrière déjà ça s'est un peu stabilisé, même si on n'a pas envie de le dire, ou du moins je le dis à demi-mot, on commence à oublier un petit peu Chancel Mbemba, parce que derrière ça commence un petit peu à aller, même si effectivement des fois ça fait des boulettes et on se rappelle que Chancel Mbemba est là et on ne sait pas trop ce qui se passe. Au milieu, à mon sens, encore un cafouillage. On n'arrive pas à impulser, on n'arrive pas à stabiliser, on n'arrive pas à poser le jeu au milieu de terrain de Marseille, ce qui fait justement cette domination. Donc il y a du travail, on aperçoit quelques prémices de quelque chose, mais il y a encore à mon sens beaucoup de travail pour De Zerbi. Samy Traoré, encore du travail pour De Zerbi et ses hommes. Oui, forcément, avec les recrues qui viennent d'arriver. Mais sur le match d'hier, on voit déjà que la qualité du milieu entre Benasser, Rabiot et Holzberg, on voit que c'est vraiment de la qualité. C'est des joueurs, c'est tous des internationaux, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Au niveau de leur milieu de terrain, quand même, on voit qu'hier, Benasser touche énormément de ballons sur son premier match. Donc ça démontre une qualité, une confiance en lui. Une confiance en lui, une confiance de ses coéquipiers, parce que lui donner les ballons sur ses premiers matchs, c'est que vraiment on a confiance en lui. Après, sur les côtés, il y a une nouvelle recrue qui est arrivée, on va voir ce que ça donne. Devant, moi je pense que devant il leur manque encore un attaquant. Pour bien finir, je pense qu'il leur manque un vrai attaquant, parce que au problème où Neil Mopé va se blesser ou une méforme, ça va être très compliqué. Mais ils ont quand même de la marge. Ils ont de la marge. De la marge, non, monsieur Traoré, justement. Mourad, réaction avant d'en arriver au Paris Saint-Germain? Non, je suis d'accord avec Samy, et notamment sur sa première analyse, quand il dit le côté poussif de l'Olympique de Marseille. Ouais. Moi, je me dis que déjà Angers, c'est le dernier budget de Ligue 1. Et effectivement, il y a des recrues qui sont intégrées très rapidement, mais ça reste encore assez poussif, notamment. Pour moi, il manque ce fameux grand attaquant, Amine Gouiri, qui est double passeur, mais pour moi, il doit en mettre au moins une pour justement justifier ce numéro 9 qui porte à l'Olympique de Marseille.
Donc voilà, mais sinon, effectivement, De Zerbi se cache pas de ses ambitions. Là, j'ai vu en interview qu'il disait que lui, il n'était pas là pour finir deuxième. Ouais, le haut tableau. Voilà, donc effectivement, c'est de la com. Et justement, c'est très facile de dire ça là à cette heure-ci quand tu es sur une bonne dynamique. Mais il faut pas oublier que l'Olympique de Marseille, même si moi je trouve ça scandaleux, hier était à domicile au stade Raymond Kopa. Donc ça aussi, donc je dis un peu poussif quand tu es quasiment à domicile dans un stade à l'extérieur. Qui a encore des manquements, notamment en défense. Je pense pas que tu puisses aller titiller le Paris Saint-Germain avec Cornelius et Murillo, tu vois. Et où t'as où il te manque ce grand attaquant qui va te permettre ça peut être ce facteur X, voilà, dans cette course au titre. Alors, je vous écoute, je me pose une question. Alors, il faut un attaquant quand on a la meilleure attaque de Marseille depuis des années. C'est la 12e meilleure attaque du championnat aujourd'hui, 45 buts. On parlait des problèmes défensifs, sauf que c'est la 3e meilleure défense du championnat français. Je peux t'apporter un élément de réponse à ça. Mais voilà, il faut expliquer ce paradoxe particulier. Donc, il nous faut un attaquant, même si on est très fort en attaque par rapport aux dernières années. En fait, c'est très facile de marquer contre des équipes, on va dire, du bas de tableau. Je pense que là où il te faut un grand attaquant, c'est pour faire la différence face aux grosses équipes. On peut avoir le même problème au Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé, qui est l'actuel meilleur buteur du championnat. Mais est-ce que ce sera suffisant et assez efficace contre des gros de Ligue des Champions? Elle est là la question. Pour l'instant, ça a été contre City, Dembélé. Oui, mais est-ce que City est en City il est toujours pas mal. C'est le pire Dembélé, à savoir qu'il va faire 2-3 mois et puis après il va mais pour l'instant, avoir quelqu'un qui a un dernier geste, va faire en sorte qu'on s'arrache les cheveux, quoi. C'est clair. Mais pour en revenir sur Marseille, on en avait discuté déjà en septembre. Moi, je trouve que c'est une très bonne équipe par rapport aux moyens qu'ils ont. Le recrutement a été malin. Le milieu de terrain est un milieu d'expérience. Je crois que la moyenne d'âge doit être entre 30 ans. Là, on n'a pas un problème de joueurs. Allez, je veux bien, effectivement, on attaque un renfort, ça serait bon. Mais en dehors de cet aspect-là, il y a juste besoin de laisser les gens un peu travailler cette saison ensemble pour avoir un peu plus de cohésion, un peu plus d'automatisme, un peu plus de circuit préférentiel. Et je m'inquiète pas pour eux. Comme on en avait déjà discuté en septembre, je suis sûr qu'ils finiront deuxième. En espérant que Longoria ne renouvelle pas l'effectif. Voilà, quand on parle de stabilité, on espère que Longoria ne va pas renouveler l'effectif comme à chaque saison, parce que c'est la stabilité, je pense, la clé du succès. À court terme, c'est très bien, mais si tu veux te stabiliser et apporter de la performance, il faut maintenir cet effectif, notamment les cadres. Par contre, le recrutement, effectivement, il était intéressant, mais il faut les garder, les joueurs. C'est pas mal, il faut les garder, ces joueurs, justement. Après Marseille, c'est le Paris Saint-Germain. Et oui, leader du championnat de cette Ligue 1 McDonald's, avec vous, Samy Traoré, notre invité sur l'antenne de Beurre FM, Paris, le meilleur peut-être de l'ère QSI. On y croit pour cette édition 2024-2025 de la Champions League? Ça le fera? Luis Enrique, tort au début et tout à fait raison à la fin? Non, c'est que au bout d'un moment... il avait des idées très claires et fallait que son groupe comprenne ses idées, ce qui a pris du temps. Mais c'est vrai que depuis un mois, ils commencent à avoir une autre attitude. On les voit qui prennent plaisir à gagner ces matchs-là. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Ils ont un match très intéressant demain à Brest, qui va être très dur à négocier. Et selon ce qui se passera du match aller, à eux de bien négocier le retour. Et puis après, on sait pertinemment que ça va être un ogre de la Ligue des Champions qui se présentera soit contre Brest, soit contre le Paris Saint-Germain. Donc ça va être très compliqué. Il reste encore beaucoup de tours. On n'est qu'au début de cette deuxième phase de Ligue des Champions. Donc déjà, qu'ils essaient de faire un match cohérent et intéressant demain à Brest. Et après, on pourra parler du match retour. Mais déjà, il y a un match important demain. À l'année. Je crois qu'il y a un mot que Samy a prononcé. Et là, on voit une équipe qui commence à se faire plaisir. Les joueurs se font plaisir en jouant entre eux. Et ça, c'est important. Et les automatismes, ça arrive petit à petit. Forcément, on n'est jamais au bout des 1, 2, 3 matchs, 5 matchs, les automatismes n'arrivent pas. Mais là, effectivement, ils ont quand même dans les pattes pratiquement une trentaine de matchs avec la Champions League, la Coupe et puis la Ligue 1. Donc, effectivement, les automatismes sont là. Il y a cet aspect très particulier
particulier de l'entraîneur de Luis Enrique, qui effectivement a normalement les idées très claires et il est rare qu'il change d'idée, ce qui était les cas d'autres entraîneurs qui sont passés par Paris, le cas d'un autre Espagnol, Emery, qu'effectivement, s'il voyait que ça marche pas, il changeait son système, sauf qu'avec Luis Enrique, non, c'est toujours le même système, il sait ce qu'il veut. Donc, et effectivement, maintenant, il y a ce match face à Brest, et j'attends voir, comme disait Mourad, comment ça se passe face au gros. Je pense qu'ils n'auront aucun mal à éliminer Brest. Ils ont montré leur supériorité. On ne sait pas comment ça se passe en Champions League, mais je constate tout simplement. Oui, mais je constate tout simplement que Brest, ces derniers matchs en Champions League aussi, a quand même baissé le niveau. Non, mais parce que Brest, sur la deuxième partie, avait un tableau. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive à un niveau de la compétition tel où effectivement il faut capable de tenir le niveau. Et Brest est en train de descendre son niveau. Et le PSG est en train de le monter. Donc je pense que sincèrement, ça sera pas extrêmement compliqué pour le PSG. En plus, sur 2 matchs à le retour. Alors là, je crois qu'il n'y a pas des doutes. Et effectivement, c'est après, comme tu disais. Si on prend le match de championnat où la victoire de 5-2, la victoire de 5-2 a été compliquée. On n'aura forcément pas le résultat, mais là, ça va être un autre match. Ça va être au Roudourou, qui a un terrain qui commence à bien connaître, avec beaucoup de pluie, avec un stade qui est à leur cause. À Paris, bien avec Noël Le Graët dans les tribunes. Non, les blagueurs. Je disais avec Noël Le Graët dans les tribunes. Le président, l'ancien. Chez lui, là. Exactement. Non, mais c'est vrai. Non, pour le Paris Saint-Germain, enfin, au début, on émettait des critiques parce qu'on peut pas prédire l'avenir. On n'est pas dans Minority Report. Mais là, quand je regarde le Paris Saint-Germain, déjà sur le plan comptable, je crois qu'il y a que Tuchel qui fait mieux il y a quelques années. Mais là, on voit quoi? On voit un collectif, on voit un pressing. Moi, je me rappelle, je voyais pas trop de pressing. Je voyais que des talents, des différences individuelles. Là, je vois un jeu collectif, je vois des joueurs sublimés, je vois des recrues au diapason qui sont présents. Là, je voulais parler justement de Neves, la recrue de Luis Campos. Quel joueur! Il joue arrière droit, il joue au milieu de terrain. C'est Neves qui fait la passe à Neves, ballon récupéré par Neves, frappe de Neves. Le mec, il est partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, franchement, je voulais pas insulter l'avenir au début, donc j'attendais. On émettait quelques critiques par-ci par-là. Mais là, je dis pas que c'est tout droit, bien sûr, parce que la vraie Ligue des Champions, elle commence après les barrages pour moi. C'est là que tu vas rencontrer les ogres européens, etc. Donc on attend de voir. Mais là, sur la Ligue 1, on parle de Marseille, peut-être pour attention de pas négliger pour la bromance. Voilà, PSG, OM, l'OM à 10 points. Là, ce que je vois pas, c'est une concurrence. Bien établi, mais je vois potentiellement côté OM, s'il se passe quelque chose, ce sera de l'ordre de l'exploit. Voilà. Comme dans le football, dans le sport français, ou dans le football français, c'est souvent de l'ordre de l'exploit. Et il est là le danger. Justement, tu as d'un côté une équipe qui est relativement sûre de son rendement actuel et qui peut avoir peut-être un sentiment de supériorité légitime. Et de l'autre côté, on va avoir une équipe qui a faim, qui va avec des joueurs qui vont jouer leur life en mode coupe. Et c'est pour ça que je rejoins Samy dans son analyse. Pour le PSG, ça risque d'être très très compliqué parce que ils l'ont montré Brest sur les premiers matchs, qui ont eu d'ailleurs, je trouve, un groupe beaucoup plus compliqué que le PSG, qui étaient capables de s'élever mentalement en termes de niveau. Et là, ils vont s'élever certainement encore à un autre niveau. Ils vont réagir, c'est sur là. On va t'écouter avant de retrouver Samy. Par rapport à la question, est-ce qu'on a le PSG le meilleur sous l'air QSI? Alors, pour y répondre clairement, je suis assez d'accord avec toi, Alisson. Non, tout simplement parce que le meilleur PSG sous l'époque QSI s'est construit sur plusieurs années en fait. C'est simple comme réflexion, mais ce PSG là est peut-être le meilleur PSG hybride sous l'ère QSI parce qu'en peu de temps, Luis Enrique a arrivé à allier les joueurs, à créer un collectif, à instaurer une forme de confiance aussi entre les joueurs, et ça c'était rare. Quand on voit ce qu'il a réussi à faire avec Kvaratskhelia, c'est déjà un joueur qui avait envie de venir au PSG. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un peu cette bromance là, confiance en tout cas, ces joueurs, ça je suis pas d'accord. Cette émotion, ce pathos là dans le récit. Faut prendre en compte les adversités aussi là pour l'instant. Je pense que la vraie saison du PSG, elle commence là. Là, à partir de ce barrage face à Brest. De toute façon, il l'a dit, Samy. On va pas. Il y a la magie de la Coupe de France, mais il y a aussi la réalité de la Ligue des Champions. Moi, je pense que contre Brest, ça sera vraiment pas une mince affaire. Et on l'a vu, on a vu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on a vu Brest en Ligue des Champions, et les résultats sont quand même. Enfin, les équipes n'ont pas montré les mêmes visages au même moment, effectivement. Donc moi, je pense que Brest au Paris Saint-Germain contre le Paris Saint-Germain sera valeureux et que ça sera pas un match par-dessus la jambe comme on veut le croire. Ils vont pas les éclater 5-2 avec Ousmane Dembélé qui
met un triplé. Le Real a galéré. Si Ayork qui était pas hors jeu, alors je sais plus s'il y avait hors jeu. Si Ayork avait l'opportunité d'égaliser, c'est un autre match. Mais même contre le Barça, Brest n'a pas été ridicule. Ils s'en prennent 3, mais ils n'ont pas été ridicules. Après, le problème qui se passe à l'heure actuelle, c'est que j'entends beaucoup de personnes, de journalistes ou de commentaires de football. Oh, Paris est fort, Paris est ci, Paris est ça, mais ça fait le déclic a été fait contre qui? Contre Manchester City. Ouais, tout à fait. Un peu avant, c'était un peu difficile, c'était un peu poussif aussi. Ils étaient quasiment éliminés avant. Il y a eu ce déclic-là de Manchester City où ils ont pris conscience de leur capacité, de leur qualité, de leur abnégation, de leur envie d'aller chercher les choses. Ok. Depuis, ça va mieux, mais c'est à la fin du bal qu'on va payer les musiciens. Donc laissez-les faire leur saison, voir comment tout va se dérouler, et après on pourra juger. Et ce qui t'inquiète au PSG, c'est le manque de constance. Surtout en attaque, le manque de constance. Et là, ça va. On peut avoir des joueurs comme Dembélé qui vont, comme actuellement, marquer plein de buts, ça dure 1 ou 2 mois. C'est ce qu'a fait d'ailleurs sa cote et qui a pu aller. On annonce déjà Ballon d'Or. Hein. Et puis derrière, on peut avoir Dembélé qui pendant. C'est pas moi. Il y en a beaucoup. Les observateurs du football, ces journalistes, il y en a beaucoup. Les franco-français. Peut-être. Derrière Vinicius, pour l'instant. Vinicius, derrière Lewandowski, derrière Rafinha, derrière. Tu le tweeteras aux observateurs et aux journalistes français. Si on parle sur la forme actuelle, on peut le classer parmi les meilleurs sur la forme actuelle. Devant Rafinha, on le met devant Rafinha? Non, je sais pas, il y en a qui le mettent. Ah non, moi perso, non. Sur un mois, tu peux. Sur 2 matchs. Sur 2 matchs contre City, d'accord. Il y a juste, en vous entendant, il y a juste une réflexion. Le contexte à prendre en compte aussi. Une réflexion que j'aimerais faire. Parce qu'on parlait de Brest, on parlait du PSG. Si vous regardez de près quelles sont les équipes qui sont en barrage, demain et après-demain, permettez-moi, Bayern, Milan AC, PSG, Real, Manchester, Juventus, Dortmund. On est dans un nouveau système de Champions League où tout le monde est en train de découvrir ça. Et les grosses équipes ont eu énormément du mal. Sur les 16 équipes qui vont 7, 8 sont des équipes qui normalement se seraient retrouvées en 8e de finale dans l'ancien système. Donc là, on est vraiment dans un système où tout le monde s'habitue, et je pense que l'avantage du PSG, c'est justement le fait qu'il joue depuis des années, depuis plus d'une décennie, la Champions League, ça y est, que Brest, il découvre la Coupe d'Europe. Oui, mais après, je voulais juste intervenir là-dessus. C'est peut-être parce que ces équipes-là, d'habitude, sur l'ancienne formule, étaient prêtes pour le mois de mars. Mois février-mars. Là, il fallait être prêt tout de suite. Oui. Tout à fait. Donc ces équipes-là n'ont pas été prêtes tout de suite, ont été en difficulté rapidement. Bon, après, avec la qualité qu'ils ont de leur effectif. Et ils le sont aujourd'hui. Ils sont revenus, ils se sont qualifiés comme Paris à la dernière journée, comme le Real, comme City, se sont qualifiés sur ces dernières journées, alors que ces équipes-là auraient été prêtes normalement pour le mois de février-mars. C'est la deuxième partie. Allez, vous restez avec nous, chers auditeurs. On va revenir sur le Paris Saint-Germain aussi, sur la première ligue avec Mourad et son T-Time. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h39 en ce lundi soir. On est en compagnie d'Alison, notre journaliste consultant 3C, Greg qui est en visite sur Paris, sans oublier Mourad et son fameux Tea Time qui arrivera en fin d'émission. Avec nous ce soir pour la première fois sur cette antenne, c'est Samy Traoré. On revient avec Samy Traoré, le Paris Saint-Germain. Time Sport. The Special One. Le Paris Saint-Germain s'accélère quand il veut, c'est ça. C'est ça, Samy. C'est rapide, mais oui. Non, parce que j'étais. Non, mais c'est intéressant. Moi, vraiment, je bois ce que vous êtes en train de dire, et c'est vrai. Quoi, depuis le match, l'après Manchester City, c'est vrai. PSG fait fort. Ouais, après j'ai eu la chance de pouvoir commenter un peu le match Paris-Monaco, et sur cette première mi-temps, Monaco fait une bonne première mi-temps où ils arrivent à contenir un peu les Parisiens. Et tout de suite en deuxième, ça accélère de tous les côtés. Et voilà, Monaco a été débordé. Au résultat final, ils en prennent 4, ils en prennent 6, il n'y a rien à dire. Il y a 6, il n'y a rien à dire. Donc au bout d'un moment, c'est ce que je disais, c'est Paris qui a les clés. Et quand ils décident d'accélérer, il n'y a personne qui les arrête. Ils ont besoin d'accélérer surtout, parce que ça va. Quand tu regardes au niveau européen, Paris, devant, à tous les étages, ça va très très vite les trois. Mais vraiment très vite. Un favori, Greg. Le Paris Saint-Germain. Un favori de quoi?
de la Champions League. Pas pour l'instant. Ouais, non. Pour l'instant. Ouais, c'est trop tôt. Ah non, on y croit. Non, non, pas pour l'instant. Il y a du monde avant. Tu peux pas sortir des barrages, dire que t'es favori. Ou Liverpool. Moi, je suis un peu. Et puis on va Barça et après on laisse-le arriver en quart. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bilal? Dembélé, Ballon d'Or, Paris Saint-Germain. On y croit. Football français. Après, c'est l'expérience du très 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 haut niveau où peut-être. Il est resté trop longtemps à Paris, Bilal, je pense. Il a perdu la tête. Faut prendre le Vigo direction Marseille de temps en temps pour te remettre les idées en place. Non mais je plaisante. Mais en fait, moi, ce que je redoute, c'est justement ce plafond de verre, parce que je pense notamment, je vais pas parler de Manchester City parce que c'est un Manchester City malade. Je vais prendre une affiche simple. Arsenal, Paris Saint-Germain. Arsenal, Paris Saint-Germain, ils se sont fait dominer de la tête et les épaules par les Gunners à l'Emirates Stadium. Et peut-être que ce plafond de verre, parce que c'était Kang In Lee qui était devant, peut-être que le fait de jouer sans avant-centre de classe mondiale, peut-être que ça va être ce plafond de verre face aux ogres européens. Et tout à l'heure, Juan José citait les équipes qui sont en barrage. Mais en fait, les équipes qui sont en barrage, c'est que des mastodontes. Mais ils n'ont pas jeté toute leur énergie encore dans cette Ligue des Champions qui est on va dire un galop d'essai, où c'est un mini championnat où les grosses équipes s'affrontent. Mais la vraie Ligue des Champions, elle commencera après les barrages. Ces équipes-là, elles sont sûres de leur force. Elles vont rencontrer des équipes. Paris Saint-Germain contre Brest, même si on peut se dire que Brest a peut-être un coup à jouer au Roudourou. Mais c'est une formalité pour ces équipes-là. Dortmund, peu importe contre qui ils vont jouer, le Real Madrid, ils vont jouer contre City, c'est un peu l'affiche de ces barrages, mais les autres équipes, généralement, entre guillemets, c'est des formalités pour elles. Donc la vraie Ligue des Champions, elle commence après les barrages. Et c'est là qu'on va voir qui est qui. Tu vois ? Et là, on verra l'importance du rôle d'avant-centre, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Et depuis très longtemps, tout est prouvé que le fait de ne pas avoir d'avant-centre de classe mondiale, en fait, tu peux pas passer ce cap. J'imagine mal une équipe gagner la Ligue des Champions avec Kang In Lee. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. À moins que Luis Enrique soit un virtuose de la tactique, même si j'en doute pas que ce soit un. Mais où tu mises tout sur les ailiers, mais ça va être très compliqué. Après, il y a beaucoup d'entraîneurs espagnols qui sont adeptes de ce système-là où il n'y a pas d'avant-centre. C'est beaucoup espagnol. Après, le problème, c'est que le dernier Euro qu'ils ont gagné, ils l'ont gagné avec Morata devant. Ils n'ont pas gagné sans numéro 9. Voilà, exactement. Non, mais on a été champion du monde en 2020, il n'y avait pas d'avant-centre clair. Et Olivier Giroud en 2018, c'est un avant-centre. Luis Enrique a beaucoup joué à Barcelone en tant qu'entraîneur sans avant-centre. Il avait Messi sur les côtés. Mais quand t'as Messi, tu peux te permettre de jouer. Tu peux te permettre de ne pas jouer avec un. Tu peux même te permettre de jouer à 10. Surtout ce Messi-là. C'est qu'on a beaucoup joué sans avant-centre et Luis Enrique est un adepte aussi de cette formalité. Sola, vas-y rapidement, avant d'écouter Samy Allison. Encore une fois, quand on regarde Ligue des Champions, on regarde titularisation, effectif, composition, et je pense que le PSG, quand même, si on doit leur donner un crédit, et qui fait qu'ils ont une avance aujourd'hui sur le plan mais purement effectif, c'est que Luis Enrique n'a pas attendu que des joueurs se fassent leur place, tout comme d'autres effectifs où si on retire une clé de voûte ou une pièce maîtresse, l'équipe n'a plus forcément la même physionomie. Donc Luis Enrique n'a pas attendu que les joueurs prennent sa place, mais il leur a donné une place au sein de l'effectif du PSG et les a introduits. Aujourd'hui, on regarde le PSG, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Barcola, Gonzalo Ramos, Neves, Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi, Hernandez. J'en ai oublié un exprès, juste pour te rappeler que tous ont un rôle important, qu'ils soient sur le terrain ou qu'ils soient pas sur le terrain. Et aujourd'hui, donnez-moi une équipe avec des joueurs aussi bien dans les individualités que dans la possibilité de construction d'effectifs divers et variés, qui a autant de capacités que le PSG. Liverpool. Mais non, mais Liverpool, t'enlèves Mo Salah, je suis désolé, je pense pas que ce soit la même chose. Peut-être une réponse avec Samé. Une réaction. Ne serait-ce que le Bayern de Munich. Bayern. Après, t'as quand même City qui a quand même un bel effectif, même s'ils sont un peu malades. T'as le Barça qui est jeune, mais t'as un bel effectif aussi. T'as le Barça aussi. On a eu le cas de l'Inter qui était malade. Ah oui, l'Inter, on l'oublie souvent aussi, les gars, comme favoris. L'Inter un favori, Arsenal aussi. L'Inter aussi, ça va être costaud. C'est costaud aussi, ça, mais je suis d'accord. Il y a encore de belles équipes, attention. Très belles équipes. C'est parce que là, on le voit sous un prisme franco-français et forcément, on se réjouit un petit peu et on a envie que le Paris Saint-Germain fasse quelque chose dans cette Ligue des Champions. Mais à mon sens, comme disait Mourad, ce qui va se passer après
jouer justement ces barrages, c'est là que commencera la vraie Ligue des Champions et c'est là que commencera la vraie adversité pour Luis Enrique. C'est là où justement il devra remettre un système clair qui sera super efficace face à des gros. Parce que si on passe Brest, ensuite c'est le Barça ou Liverpool. Et là, il faudra jouer. Et là, c'est costaud. Ouais. Et Monaco. Et là, ça peut se faire ouvrir. Est-ce qu'on a oublié que Monaco est aussi en barrage? Et Monaco, effectivement. Par contre, c'est Benfica en face. Monaco, très compliqué. Attention, Benfica. Oui. Enfin, je pense que c'est plus compliqué Benfica que ne les Brest. Mais ça, c'est autre chose. Je suis d'accord. Benfica, c'est beaucoup plus cohérent. Ah ouais, ça va Milan alors. Ça va être plus compliqué Benfica que Brest. Ça va être costaud. Monaco, je les trouve tellement naïfs. En fait, c'est jeune. Ouais, c'est jeune, c'est naïf, c'est beau à voir. Quand on regarde Akliouche, par exemple, évoluer, on se dit que voilà, c'est un super joueur. Peut-être qu'il pourrait même renforcer le Paris Saint-Germain, mais ils sont d'une naïveté sans nom. C'est vraiment la défense. C'était regarde là-bas si j'y suis et ils y allaient. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas qu'ils perdent. Ils ont deux monstres. Un derrière, c'est Kessingo et Zakaria au milieu. Si ces deux joueurs sont pas là, en général, ça complique les choses. Le peu d'autorité qu'ils ont, c'est Zakaria qui l'apporte. Singo, on connaît le joueur. Voilà, après devant il fait du bien, attention. Il était disponible contre Paris même si. Mbolo, c'est ça le. Non, c'est Breit. Le Breit, le danois. Oui, le danois effectivement. Et le match d'avant, il met un triplé. On se dit que il va peut-être montrer quelques signes positifs face au Paris Saint-Germain au Parc. Mais ça a été compliqué quand t'as Marquinhos et Pacho sur le dos. Pacho, justement, Pacho, faut en parler. C'est pour ça que je vous disais, t'as pas cité Pacho. Pacho, faut en parler. C'est peut-être le joueur le plus sous-coté aujourd'hui et il y a pas assez de lumière sur Pacho quand même. C'est un défenseur. C'est ça. Mais Van Dijk, on en parle matin, midi et soir. Van Dijk. Est-ce que Pacho, c'est pas un peu le Van Dijk de la Ligue 1? C'est un Néerlandais parce qu'il est en Angleterre. Pacho, c'est un Équatorien, le pauvre. C'est vrai que c'est compliqué. Il est pas du bon côté de la sphère. On parle de l'Équateur de zone interdite. Tu vois ce que je veux dire? Et puis devant, il y a tellement de hauts et de bas que les médias sont focus sur ce qui se passe devant. Il est en dessous du profil. T'as vu le nom Pacho? Pacho. Virgil van Dijk. Ça fait beau gosse, tu vois. Virgil van Dijk, t'es au-dessus de l'organigramme. Pacho, t'es un Sicarios. Non, Mourad. Non. Pacho, c'est vraiment. Tu meurs au début du film, normalement, Pacho. Tu meurs au début du film. Ça fait sud-américain qui. Mais par contre, c'est un monstre. C'est un monstre. Non, ça c'est sûr. On a des réactions sur les réseaux sociaux, Samy. Elle s'adresse à vous, justement. Qu'est-ce que peut-être il a manqué à votre Paris Saint-Germain quand vous y étiez, comparé à celui d'aujourd'hui? Et vice versa. L'argent, c'est ça? Non, vraiment, allez-y. Non, il y avait des joueurs de qualité à mon époque aussi, attention, mais le championnat, il était autre, les équipes étaient autres. Le championnat dans lequel moi j'ai évolué était, je pense, plus difficile que le championnat de maintenant. Concurrentiel. Maintenant, c'est vrai que maintenant c'est un autre football, c'est des vrais athlètes, ça court beaucoup, c'est puissant, ça va vite, c'est des voitures de course maintenant. Mais à côté de ça, je pense que ça a perdu en qualité technique, en méchanceté, en agressivité. Il sait de quoi il parle. Il a évolué dans l'OGC Nice, d'Antonetti avec Cyril Roll. Malek Cherad, qui a éclaté des raclots au bout de 5 minutes. Avec Antaryaya, que débouché. Tu vois ce que je veux dire? Donc il sait de quoi il parle quand il parle de méchanceté. Et ils font une super saison avec cet OGC Nice là. Il y avait Antonetti sur le banc, je sais plus si c'est Gernot Rohr ou Antonetti. Il y avait les deux. Gernot et Fred après. Voilà, c'était une époque incroyable. Et moi je redécouvrais l'OGC Nice parce que les gens, le stade du gym, c'est ça? Le stade du Ray. Le stade ils ont fait du grand bien. Le stade du Ray. Tout le monde en parlait. L'OGC Nice, on entendait beaucoup parler d'OGC Nice dans les années 70, 80, etc. Moi, j'ai découvert l'OGC Nice avec Sami Traoré. C'est vrai. Intéressant. Parce que c'est l'année où on est remonté, parce que moi je suis arrivé l'année où ils sont remontés. L'année où on est remonté, donc c'était. Ça faisait combien d'années? Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas remontés en Ligue 1. Beaucoup. Ils étaient encadrés par la DNCG, donc ils avaient interdit de recrutement. Exactement. Donc on avait eu 11 prêts. Et aucune expérience en Ligue 1, je me souviens des joueurs. Quasiment, c'était que des joueurs D2. Que des joueurs D2. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout le monde nous voyait morts et au final sur les, je crois sur les 18 premières journées, on est premier sur les 18 premières journées. Après on s'est écroulé parce qu'on avait un manque d'effectifs et nous on était fatigués. Mais c'est vrai que on a fait une belle saison. Et après, on se qualifie pour la Terre Toto cette année-là. Je me souviens très bien. C'est incroyable. Avec l'OGC Nice, les Aiglons. Et après, il rejoint le PSG. Le Paris Saint-Germain. Il aurait pu rester un peu plus longtemps au Paris Saint-Germain. Remporte une Coupe de France. J'aurais bien aimé que Samy goûte un peu à QSI. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand t'as vu quand QSI revient en 2011, moi je suis en fin de contrat, j'ai 35 ans quand même. Tu vas repartir pour une année. En général, tu vas signer quoi? 1 an, 2 ans?
Ouais. Pourquoi? Pour ne pas jouer, ça m'intéresse pas du tout. Pour les accompagner, la rigueur, mais je suis pas un accompagnateur. Non, je suis un compétiteur. Donc au pire des cas, tu pars sur un challenge ou pour voir s'il y a possibilité de finir sur une année ou deux. Il y a des joueurs qui ont été accompagnateurs. Après, tu peux avoir le statut d'accompagnateur et après on peut te donner le volant. Après les joueurs, après attention, les joueurs qui sont arrivés, c'est pas du même acabit. Attention, on parle de Thiago Silva, on parle de Marquinhos qui arrive. Samy Traoré, c'est bon, t'as fait ton temps, rigolo. Va sur le côté. Bien sûr, je parle d'une place dans le groupe, bien sûr, Samy. Tu vois. Et au vu des performances avant, tu vois ce que je veux dire. Mais tout a été fait, tout a été bien fait. Ils ont ceux qui sont restés ont su faire la transition et ça s'est parfaitement fait. Et voilà, donc maintenant c'est un autre Paris Saint-Germain, c'est notre philosophie. L'humilité justement. Il aurait pu dire non, mais c'est vrai. Par rapport à ce que j'ai apporté, j'aurais pu. C'est intéressant, le Samy Traoré. Non, mais il faudrait qu'il se rapproche un peu plus parce qu'il y a beaucoup d'étrangers maintenant au Paris Saint-Germain dans l'effectif. Il faudrait qu'ils comme ils arrivent à rapprocher avec les supporters. Nous, on était quand même assez proches des supporters parce qu'on était français aussi, donc il y avait ce dialogue. Mais on avait cette culture, on est né ici, on savait ce que ça représente le Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'eux, ils devraient être encore un peu plus proches des supporters parce que les supporters parisiens quand même méritent que ces joueurs soient un peu plus proches d'eux quand même. Pas faux. Bien sûr. Samy, on a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé des Aiglons de Nice, on n'a pas parlé du continent africain, la Coupe d'Afrique au Maroc, justement, c'est international malien. Le football africain a dépassé même ce football, on va dire, sud-américain dans l'affluence, on va dire, des droits télé et pas que, des téléspectateurs derrière leur petit écran. Même qualitativement. Ouais, qualitativement parlant, bien sûr. La CAN fait des merveilles, la CAN fait ravage aussi. Aujourd'hui, vous en dites quoi, ce football africain? Moi, pour avoir eu la chance de pouvoir côtoyer les terrains africains depuis 2000, depuis les années 2000, ça a évolué très bien. C'est vrai que moi j'ai toujours joué des Coupes d'Afrique ou des éliminatoires de Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique avec beaucoup de bagarres, parce que c'est l'Afrique, il faut être présent dans les duels et j'ai toujours joué contre des équipes avec des joueurs extrêmement techniques, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Tu peux prendre que ce soit un Nigeria, tu peux prendre que ce soit un Angola, tu peux prendre que ce soit, je parle même pas des pays maghrébins, ils ont toujours ces joueurs offensifs très techniques. Alors quand j'entendais à chaque fois l'Amérique du Sud, la Copa, ceci c'est bon, c'est ceci, c'est cela. Le fait est que maintenant en 2023, 2024, 2025, tout le monde voit bien que la Copa n'est pas supérieure au pays, à la CAN. Ouais. C'est ceux qui regardent pas la Copa depuis des années qui disent que la Copa est magique. Parce qu'avant, moi j'ai eu la chance de jouer avec des Sud-Américains, donc je savais un peu comment ça se passait là-bas aussi. Et avant c'était pas autant médiatisé que maintenant, les gens n'avaient pas la chance de pouvoir la regarder aussi, donc c'était beaucoup de spéculation. Et c'est beaucoup de vices aussi, le football sud-américain. À la Copa, généralement c'est 1-0, 2-0, c'est propre au continent. Bien sûr. Et c'est pas négatif ce que je dis. C'est juste parfois ils jouent avec leur cerveau et parfois l'Afrique c'est aussi un excès d'engagement. Il a évoqué les joueurs techniques. Parfois le duel prend le dessus sur la technique alors qu'en vrai peut-être que si on jouait les nations africaines avec nos vraies qualités, peut-être qu'on proposerait un autre football. Mais en fait c'est tellement les gladiateurs du 21e siècle qu'on est obligé de s'asseoir sur la technique quand tu fais des qualifs de Coupe du Monde ou des Coupes d'Afrique des Nations. Et encore, là, je trouve que ça dépasse le football. Tu vois là, je trouve que le football africain a vraiment évolué. Quand on regarde, on voit des équipes en place, des équipes qui jouent au ballon. Il y a certaines nations qui prônent la possession. Même, on voit que c'est un jeu léché pour beaucoup de nations. Donc moi, je trouve vraiment que le football africain n'a rien à envier au football sud-américain. Ce qui nous fait défaut encore, c'est les championnats locaux, malheureusement. C'est pour ça qu'on a du mal à progresser. Et au niveau des sélections, une chose qui a évolué, c'est surtout au niveau des techniciens. On a beaucoup maintenant de plus en plus de techniciens locaux et non plus des Européens qui sont importés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une formation aussi qui a été faite soit en Afrique, soit ils sont partis se former sur le continent européen et de là sont revenus sur le continent africain pour amener leur savoir-faire, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, c'était beaucoup de sélectionneurs étrangers. Et on leur faisait confiance sans pour autant que ces sélectionneurs aient fait quelque chose dans le football. Tout à fait. Moi, je vous dis, c'était ça le pire d'ailleurs. J'ai eu Alain Moisan, excusez-moi, j'ai rien contre. Non, attention, je n'ai rien contre cette personne-là. J'ai eu Alain Moisan comme sélectionneur du Mali. Alors et je le connaissais pas avant qu'il ne prenne la sélection. Et on m'a dit qu'il avait entraîné la jeune d'Arc au Sénégal. Voilà, c'était ça, c'est fait d'armes. Donc
Voilà, c'est un binationaux. Ouais, on n'a pas évoqué, mais les entraîneurs, les binationaux, les entraîneurs locaux, comme Cissé, comme c'est tout ce qui a changé, qui ont beaucoup apporté. L'époque des sorciers blancs, etc., c'était très bien une époque, mais maintenant c'est révolu. Il y a aussi la réputation du joueur africain. Quand c'est un Sud-Américain qui a un peu de grinta, qui pousse un peu l'arbitre, ils vont dire ouh, c'est la passion sud-américaine, tu vois. Alors que quand c'est un joueur, on va dire d'origine africaine, parfois il peut être assis, voilà, de la sauvagerie. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut peut-être changer la perception du joueur d'origine africaine. Ouais, pourquoi pas. Non, mais de toute façon, là, on va partir de trop loin après, parce que là, il va falloir changer tout le point de vue de l'Afrique, carrément. Exactement. Et on va revenir encore une nouvelle fois sur les personnes sous-cotées. Bien sûr. Si tu veux, tu veux qu'on parle des entraîneurs carrément. C'est français. C'est pas spécialement français. On fera une émission spéciale Cannes là-dessus. Parce que tu prends les 5 grands championnats, t'as pas plus de 2 entraîneurs de couleur dans le championnat. Maximum. Merci Samy Traoré d'avoir été avec nous sur cette antenne de Beurre FM. On essaiera de le refaire intervenir sur cette antenne. Merci à Alison Amourad, à toi Greg. Sans oublier Juan Trocé à la réalisation, à Solal, bye et la suite des programmes. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.